Comment ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Regardez, faites attention aux détails. Regardez cette image publiée par la NOAA elle-même et qui montrerait l'activité assez marquée dans différentes zones proches de Boston, aux États-Unis. Selon les rapports, on aurait entendu un bang supersonique dont nous parlons ici depuis hier. La densité des éclairs semble confirmer que l'explosion inconnue a été entendue dans le Massachusetts et le Rhode Island. Et, toute cette région du nord-est des États-Unis aurait été touchée par la rentrée d'une météorite à l'est de Boston. Ceci reste une information en développement, mais c'est du moins ce que l'on pense être arrivé. Et un très bon après-midi à Aurelio et à Adilson, ainsi qu'à toute la communauté qui a déjà mis un like. Un grand merci à mon cher ami. José Zaraté, un immense salut à Edils, à Isa et à Bara. J'ai reçu la notification, c'est tout Isa, c'est excellent. Très bien, dites-nous aussi si vous recevez la notification ou non, pour qu'on sache. N'est-ce pas? Regardez les détails de ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on doit commencer par l'un des sujets principaux aujourd'hui, au niveau mondial. L'Iran renforce le contrôle du détroit d'Ormuz, mais en même temps il y aurait... C'était quelque chose de très étrange, mais ce sont les paradoxes que l'on vit en géopolitique. Pendant ce temps, l'Iran dit « Je vous ouvre le détroit d'Ormuz » et les États-Unis disent qu'il semble s'ouvrir, mais selon mes règles, selon mes conditions et selon mes tarifs, etc., etc. Il dit « Tu n'as pas ouvert le détroit d'Ormuz, mais une boutique, un commerce. » L'Iran affirme qu'il garde le contrôle total, c'est ce qu'ils disent, sur le détroit d'Ormuz, l'une des routes qui non seulement est essentielle pour l'approvisionnement énergétique mondial, mais qui devient aussi une sorte de... Donc, une recherche de nouvelles alliances où nous avons vu les Émirats arabes unis s'allier avec Israël en installant un système de défense israélien. En même temps, nous avons vu le Pakistan s'allier à l'Arabie saoudite, tout en maintenant des ambiguïtés avec l'Iran. Actuellement, le régime iranien exige que tous les navires commerciaux et pétroliers empruntent uniquement les routes qu'il autorise. Il faut obtenir une autorisation, uniquement avec la marine des gardiens de la Révolution. L'Iran avertit que les navires qui ne respectent pas ces règles s'exposeront à ce qu'ils appellent de graves risques pour leur sécurité pendant le transit. La même République islamique a créé ce qu'ils appellent l'autorité du Golfe, également appelée l'autorité du Golfe Persique, la PGSA. Oh non, 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 tout le marketing a déjà été fait et tout ça, n'est-ce pas? Moi, j'ai toujours demandé à recevoir des notifications et je t'apporte un excellent avis. Je savais aussi comment tu allais. Je te souhaite un très bon après-midi. Il joue là sur la page, sur mon site. Il y a aussi des moyens de communiquer directement avec moi là-bas. C'est-à-dire, ça m'arrive directement dans le chat qui est là, ça me parvient directement. En plus, là-bas, vous vous inscrivez, surtout en pensant au pire, disons, non? Que soudainement, il n'y ait pas d'autre moyen de communiquer pour une raison étrange. Eh bien là aussi, à travers la page, vous pouvez également vous inscrire. Et puis bon, j'ai aussi ce moyen de communication. Normalement, je n'envoie rien, sauf si c'est un joyeux Noël ou quelque chose comme ça, ou une situation que je considère vraiment importante. Mais c'est là, voilà, que la communication se maintient. Je salue aussi toute la communauté qui arrive, salutations à tous, bonjour à tous. Regardez dans ce schéma qui attire l'attention en ce moment, dans le schéma, disons, de la version iranienne, disons-le, il n'est pas affirmé qu'il n'y aura pas de péage, mais il s'agira uniquement de paiement pour les services de navigation. Protection de l'environnement et mesure tant qu'ils disent ne pas être un péage, mais que tu dois quand même payer, sinon tu ne passes pas. C'est un schéma qui inclut des cartes officielles des Iraniens qui délimitent quelles zones peuvent être traversées et quelles zones sont tout simplement interdites, par quel secteur il est obligatoire de passer. Et disons que c'est la seule façon de passer par là, ou bien lesquelles sont tout simplement bloquées. Le secrétaire à la défense américain, Peter Hess, a indiqué que l'administration de Donald Trump cherche toujours un accord avec l'Iran, même si Washington affirme également qu'il conserve la capacité de mener une confrontation armée directement avec l'Iran. Il est frappant qu'il y ait eu une attaque contre une base américaine au Koweït et qu'il n'y ait pas eu de réaction. Ce sujet m'interpelle beaucoup, car on parle même de blessés du côté des Américains, n'est-ce pas? Pourquoi ne fait-on rien à ce sujet? Eh bien, je pense qu'ils devront répondre à cette question en temps voulu, lors des audiences au Congrès des États-Unis. D'un autre côté, ça c'est la version iranienne.
La version américaine, elle aussi, présente quelques distinctions intéressantes. Et là, il faut qu'on retourne à la carte parce qu'avec la carte, on voit un peu mieux tout cela, n'est-ce pas? Autrement dit, au final, cette zone qu'ils disent me contrôler, c'est toute cette région. Là, par exemple, c'est toute cette région à part. D'ici, et ça se termine dans cette zone, toute cette courbe, disons que c'est le détroit d'Ormuz, les Iraniens disent le contrôler parfaitement, mais les États-Unis contrôlent cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont doublement bloqués? Si l'Iran veut traverser, il doit avoir la permission de qui? Eh bien, des États-Unis. Ils ont traversé? Oui, certains navires l'ont fait. Pourquoi? Parce que lorsque l'Iran va envoyer du pétrole au Pakistan, en Inde ou en Chine, les États-Unis donnent normalement la permission, sinon il ne revient pas, et en ce moment, Washington a confirmé qu'ils ont immobilisé un autre navire qui tentait d'arriver en Iran. Cette fois, c'était pour l'aller, pas pour le retour, il allait en Iran et ils ont dit que vous ne pouvez pas passer si tu vas aux États-Unis. Ils ont confirmé l'immobilisation du navire marchand Lion Star. Il s'agit d'un navire battant pavillon de Gambie, d'ailleurs, mais qui tentait d'entrer dans le port iranien. Selon des responsables américains, le navire a ignoré plusieurs avertissements des forces militaires. Le navire a été arrêté grâce à l'intervention d'aéronefs américains dans le golfe d'Oman. Ces arrestations menées par les États-Unis, évidemment, dérangent beaucoup le régime iranien. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que nous allons probablement vers une sorte de blocus partiel dans cette zone, ce qui va maintenir les tensions à un certain niveau, mais sans aller jusqu'à la guerre. Et probablement ils vont vouloir prolonger cela. Jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, puis une renégociation sera possible. En attendant, probablement pas, j'insiste, parce que tout cela est totalement incertain. Mais regardez, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été comme au tennis, le service et le retour. L'un sert, l'autre renvoie, puis l'autre sert plus fort, l'autre renvoie encore plus fort, et ainsi de suite. En ce moment, on révèle ce qui se passe et pourquoi il y a tant de confrontations internes en Iran. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Un jour, ils disent une chose, un autre jour, ils en disent une autre. J'insiste, je pense que ça fait partie de leur façon de négocier. C'est-à-dire, faire semblant de ne pas comprendre, faire comme si, oh, presque, tu vois. C'est que je dis une chose, mais l'autre m'a dit autre chose. Et donc, ils changent constamment et il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là. N'est-ce pas? Bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on rapporte qu'une faction, qui est la faction la plus dure au sein de l'Iran, intensifie la situation. Son offensive en interne pour empêcher tout accord avec les États-Unis. La faction la plus dure qui opère actuellement à l'intérieur de l'Iran augmente l'incertitude au maximum, même si elle ne représente pas toute la structure politique de l'Iran. La faction la plus dure, qui est présente au Parlement, au Conseil de sécurité nationale, et qui est l'un des organes évidemment les plus puissants, affirme qu'elle est en train d'opérer de telle manière qu'il n'y ait aucune négociation, il n'y en a pas encore, et même si les États-Unis disaient « non, tout ce que vous dites est bien », eh bien, ils ne pourraient rien négocier ainsi. Disons qu'ils en sont au point où ils veulent voir le monde brûler, pour ainsi dire. C'est ce que rapporte d'ailleurs The Wall Street Journal, qui affirme que ce courant considère que tout accord, c'est-à-dire tout accord, affaiblirait la position stratégique de l'Iran. En d'autres termes, ils affirment qu'il n'y a aucune négociation. Et là, l'affaire est close, n'est-ce pas? Regardez un peu. Changeons de sujet et parlons de ce qui se passe avec l'Ebola, et cette situation qui a provoqué tant de problèmes. Et surtout, pour les pays africains, cela commence à poser certains problèmes. Parce que, regardez, au Brésil, une alerte a été déclenchée face à un possible cas d'Ebola après qu'une personne présentant des symptômes soit arrivée d'Afrique. Un patient en provenance de la République démocratique du Congo a déclenché les alertes sanitaires au Brésil. Pendant ce temps, la flambée épidémique en Afrique continue de s'étendre et suscite des inquiétudes au niveau international. Et nous avons eu des cas potentiels dans des pays européens et maintenant aussi en Amérique latine. Il y a aussi des cas potentiels aux États-Unis. Un patient a présenté des symptômes compatibles avec la maladie, y compris de la fièvre, ce qui a immédiatement déclenché les protocoles d'urgence sanitaire. Actuellement, il reste isolé à l'Institut d'infectiologie Emílio Rivas de São Paulo, au Brésil, une ville qui, est la plus grande ville industrielle, selon eux, d'Amérique latine.
Les autorités ont précisé que le cas n'est pas encore confirmé par des tests de laboratoire, mais qu'il y a des indices laissant penser qu'il pourrait s'agir d'un cas d'Ebola, en raison de la zone où cette personne se trouvait. Le protocole doit être appliqué. Il comprend l'isolement et la notification immédiate pour une analyse spécialisée, ainsi qu'une surveillance permanente des contacts possibles. Où cette personne est-elle allée? Avec qui a-t-elle été en contact? Pour vérifier d'éventuels symptômes et isoler si besoin les personnes concernées. Le secrétariat à la santé de São Paulo affirme que la probabilité d'introduction du virus au Brésil reste encore très faible en raison de l'absence de transmission locale. Tant que cela n'arrive pas, on peut au moins dire que c'est très contrôlé. Mais on soupçonne que ce cas pourrait être lié à la souche de Bundibugyo, considérée comme la pire de toutes en ce qui concerne l'épidémie d'Ebola. En raison du taux de mortalité, qui est estimé entre 30 et 50%, c'est une souche qui est encore à l'étude et il pense qu'au cours des prochains mois, un type de traitement spécifique à cette souche pourrait arriver, qui ne serait appliqué que dans les zones à haut risque. Un autre élément qui inquiète au niveau international, c'est que actuellement, il n'existe toujours pas de traitement et qu'il n'y a pas non plus de date précise quant à sa disponibilité. Là-bas, ils disent que ce sera dans quelques mois, mais le plus proche serait 1 mois, mais ce serait totalement expérimental. Donc, qui sait, non, s'ils vont l'accepter ou pas. Médecins sans frontières a également lancé un avertissement très important en affirmant que la situation est profondément alarmante en raison de la rapidité avec laquelle de nouveaux cas suspects apparaissent. Et tout de suite, je vais vous expliquer ce que fait l'OMS parce que c'est évidemment une situation importante. Merci beaucoup. Au fait, Rosro Seibara. Ici chez Hidalgo. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Ross, je t'envoie un énorme salut et merci pour ce soutien. Ce super chat est vraiment apprécié. Évidemment, regardez. Observez ce qui se passe et ce que fait actuellement Tedros Theodore Adhanom. J'ai trouvé intéressant la démarche qu'il entreprend parce que le docteur, le général, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Et je crois qu'il a appris de la façon peut-être un peu lente dont il a géré le Covid. Et cette fois-ci, il a été plus actif, aussi bien avec l'antivirus que dans cette affaire, il s'est davantage déplacé et il est apparu plus souvent. Et pour donner des explications et essayer, de montrer les risques, mais aussi de tempérer les exagérations, n'est-ce pas? Il apparaît aujourd'hui dans la ville de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'il se rend au Congo et cela m'a semblé très important parce qu'il y a évidemment des risques. Le directeur général est actuellement en République démocratique du Congo. La visite se déroule lors d'une des flambées d'Ebola les plus rapides jamais enregistrées. Au moins, les chiffres officiels rapportent près de 1000 cas suspects et plus de 220 décès suspects dus à la flambée, n'est-ce pas? Selon lui, il affirme que, les effets que cela a. Le problème, c'est que la progression de cette maladie est plus rapide que l'arrivée des solutions. Les hôpitaux de Bunia reçoivent du personnel mais très peu d'équipements de protection. Et cela, bien sûr, c'est une bonne chose, c'est important, mais le virus va plus vite parce qu'il apparaît déjà dans des zones où il n'y en avait pas. Et maintenant, il faut à nouveau envoyer de l'aide dans cette zone. En arrivant dans cette zone, d'autres zones auront sûrement aussi des problèmes. Il s'agit de 3 pays, confirmés, l'Ouganda, le Soudan du Sud et évidemment le principal foyer, qui est la République démocratique du Congo. Si on regarde la carte et qu'on voit comment sont les alertes, on peut dire que ce risque va s'étendre à d'autres pays. Parce que regardez, dès le départ, on n'a pas un contrôle suffisant sur ces personnes. C'est-à-dire par exemple la gestion des corps. N'est-ce pas? En théorie, il y a déjà 223 corps. Nous avons perdu le contrôle de beaucoup, car des gens sont venus les chercher et les ont emportés de force. Il y a donc un protocole d'inhumation, pour ainsi dire, pour tout le processus des funérailles et tout cela. Des spécialistes mettent en place un processus pour éviter la contamination des personnes et des familles, n'est-ce pas? Dans les protocoles actuellement mis en place par l'OMS, le risque a récemment été élevé au niveau de risque très élevé dans toute la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour le monde entier. Dans le reste du monde, le risque reste faible.
Non, je précise juste pour clarifier, mais en ce qui concerne la République démocratique du Congo et les 8 pays voisins mentionnés, à savoir la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda lui-même, le Soudan du Sud, l'Angola et même le Kenya. Bien qu'il ne soit pas limitrophe, qu'il ne partage pas de frontières avec le Congo, il est également sur la liste d'alerte de l'OMS. Évidemment, nous parlons de la République centrafricaine, du Congo, de l'Angola, qui ont eux aussi des alertes, afin d'assurer toute la protection nécessaire. En fait, l'Ouganda a déjà fermé la frontière d'ailleurs, temporairement. Et le Rwanda, je ne l'ai pas vu mentionner, mais je parierais qu'il est aussi sur la liste, non? L'épidémie touche aussi d'autres provinces clés du Congo. Et regarde, pendant ce temps, il y a le cas suspect au Brésil. Il y a des cas suspects dans certains endroits en Europe, dont nous avons déjà parlé précédemment, et il y a aussi des cas suspects aux États-Unis, certains ayant déjà été écartés d'ailleurs. Et qu'ont-ils? Nous avons, n'est-ce pas, une Coupe du Monde. Canada, Mexique, États-Unis. Alors, les États-Unis assurent qu'ils vont envoyer une aide supplémentaire. C'est une excellente nouvelle, car après le retrait des aides des États-Unis, ils vont maintenant envoyer 80 millions de dollars, ceci précisément. Pour faire face à cette urgence, il y a même un engagement d'envoyer jusqu'à 112 millions de dollars, ce qui soulagera au moins un peu, non? Pendant ce temps, certains pays aussi, tu vois, il y a déjà un autre pays qui s'ajoute, c'est le Congo, qui est un pays juste à côté de la République démocratique du Congo, à l'ouest, qui a aussi fermé sa frontière avec la République démocratique du Congo. Parce qu'ils veulent éviter, ou plutôt, ils ne veulent pas avoir ce problème. Maintenant, l'inquiétude mondiale augmente, surtout en pensant à cela, au fait que les voyages qui se font en ce moment, du moins dans cette région, on ne sait pas ou on ne le sait pas. Quiconque venant de la République démocratique du Congo vers les États-Unis ou l'Europe ne sera probablement pas autorisé à passer actuellement. Mais si quelqu'un de là-bas voyage au Tchad, au Soudan, en Afrique du Sud, dans d'autres pays et qu'ensuite il fait un voyage international, là on perd le contrôle. Surtout des étrangers, y compris des Américains. D'ailleurs, le Kenya se serait proposé, on lui aurait proposé cette option, non? Peut-être qu'on lui a refusé, mais au Kenya, on lui a proposé « Écoute, que dirais-tu de gérer les étrangers des États-Unis voulant y voler en attendant ?» C'est-à-dire qu'ils restent là-bas pendant 15 à 20 jours si tu veux, même en quarantaine. Et ensuite, tu les envoies ensuite aux États-Unis ou en Europe, peu importe où. Au début, il semblait que Kenya dirait oui. Ils allaient en même construire une installation pour cela, mais peut-être qu'ils ont dit non. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, il faudrait vérifier un peu plus tard, mais c'est vraiment fou comme sujet. Ce qui se passe au Brésil attire aussi l'attention, parce que des villes comme celle-ci, même le secrétariat de São Paulo, ont été, disons, en alerte depuis un certain temps déjà. Ils assurent que les villes industrielles, les villes très touristiques, présentent aussi un risque supplémentaire. Dans notre cas ici, par exemple, au Mexique, ce qui est la ville de Mexico, évidemment, Guadalajara, Monterrey, surtout à cause de la Coupe du Monde, il faut rester en alerte et simplement suivre les protocoles, n'est-ce pas? De vérification, s'il y a des symptômes, etc., etc., n'est-ce pas? La même responsable de la coordination du contrôle des maladies, qui s'appelle Rajin de Paula, a assuré que le secrétariat de la santé estime que le risque d'introduction de la maladie reste lent et faible, mais que malgré tout, la transmission peut être rapide. Si cela n'arrive pas, le virus ne pourra quasiment pas se propager au Brésil ou ailleurs. Le problème, c'est que si l'un de ces cas est mal géré et qu'il y a une transmission de personne à personne, alors le problème peut devenir un peu plus ou beaucoup plus grave, mais il peut déjà devenir un problème plus important, dans le sens où le contrôler devient beaucoup plus difficile, surtout dans les zones fortement peuplées, n'est-ce pas ? L'aide internationale et la réaction, selon le même directeur de l'OMS, sont encore plus lentes que la progression de la maladie. La progression dépasse la rapidité de leur aide et coordination, reconnaissant peut-être la lenteur et les erreurs commises. Si cela n'est pas reconnu, on avance encore moins. Ce n'est pas une crise sanitaire, c'est bien une crise grave. Ce n'est pas non plus le cas, vraiment. Alors passons à d'autres points également importants. Regardez ça.
Le fameux paquebot qui avait le hantavirus, l'antivirus, a déjà été désinfecté. Il a déjà été désinfecté d'après ce qu'ils rapportent, et selon eux, il est prêt à reprendre ses voyages. Eh bien, voyons qui osera tenter l'aventure. Il n'y aura sûrement pas de réduction sur les premiers convoyages, mais parce qu'il va rester comme... Eh bien, la tâche est non. Le paquebot MV Ondius aurait déjà été désinfecté après l'épidémie d'antivirus dûment désinfecté. Ils assurent qu'il est prêt à commencer les voyages. Ils ont déjà autorisé le paquebot touché par l'antivirus à reprendre la navigation après avoir été entièrement désinfecté, selon ce qu'ils affirment. Bon, voilà le sujet. Il ne va pas commencer à naviguer. Et bon, ce problème semble ne plus être une alerte, au final. C'est important aussi, non ? C'est devenu une préoccupation, mais maintenant, si vous regardez, le problème a pratiquement disparu. L'antivirus nous a déjà obligés depuis des années à faire des rapports ici. En cherchant, vous verrez sûrement qu'un rapport d'antivirus a été publié telle année dans tel pays, surtout en Amérique du Sud. Mais c'était des cas très isolés, ce n'est-ce pas, qui étaient pour rapidement contrôlés, non ? Quoi qu'il en soit, le Chili et l'Argentine continuent de chercher l'origine de l'antivirus, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de savoir comment cela s'est produit, ce qui s'est passé, pour éviter de répéter cette erreur, n'est-ce pas ? Pour l'instant, il semble que les contaminations se soient arrêtées. L'OMS a confirmé environ 11 cas de contamination. Au final, le risque est super faible, non ? C'est aussi important de le dire et ils sont en train de chercher la souche en ce moment. La souche de l'antivirus se trouve là où elle est apparue parce qu'elle s'est propagée aussi rapidement dans le bateau de croisière. Je veux dire, comment est-elle arrivée là ? N'est-ce pas ? Ça aussi. Eh bien, c'est une partie importante de ce qui se passe, non ? Je veux dire, au final. Au-delà des traumatismes que la pandémie et toute cette situation ont ensuite causés, je pense qu'il est important de simplement prendre les choses comme elles sont, n'est-ce pas ? C'est-à-dire s'il y a une situation d'épidémie, par exemple, une flambée de quelque chose, il vaut mieux le savoir que de ne pas le savoir. Mais aussi sans exagération et surtout sans peur, n'est-ce pas ? Parce que ça aussi, je pense que ça limite aussi l'accès de beaucoup de gens à l'information, n'est-ce pas ? Rien de plus que ce que c'est. Il y a une situation classique. Ceux qui ont des enfants vont comprendre parfois dans les écoles. Et fais attention, il y a un virus intestinal qui circule partout. Et surveille les enfants. Et il faut bien se laver les mains comme ça, faire ceci et cela. Il faut prendre des précautions car le virus circule. Parfois, on t'annonce qu'une classe n'a pas cours, car c'est là qu'il y a eu le premier cas. Les premiers cas, et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas ? C'est très courant. Donc parfois, n'importe quel problème de santé. Il y a des gens que ça stresse énormément, n'est-ce pas ? Ça me frappe beaucoup, mais ce sont peu de gens. Mais ces quelques personnes font parfois beaucoup de bruit négatif. De la toxicité autour d'une information importante, eh bien voilà. Il faut tendre et comprendre, n'est-ce pas, que ce genre de choses existe. Maintenant, passons à d'autres sujets également importants. Comment allez-vous ? Comment s'est passé votre week-end ? Un grand merci à toute la communauté qui nous accompagne. Écoutez, passons aussi à d'autres sujets intéressants. Tout d'abord, un énorme salut à Gibran Wevone. Un grand salut aussi à MT, à Barezza. Salutations à Nicole et Franco. Comment vas-tu ? Un énorme salut. Très bon après-midi. Comment ça s'est passé pour vous ? Un grand merci à toute la communauté présente en direct. C'est le week-end, merci aux 218 personnes qui sont en live et à ceux qui nous regarderont plus tard. On vous remercie également beaucoup. J'espère que vous mettrez un pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous venez mettre l'ambiance et tout ça, c'est excellent aussi. Écoutez, parlons un peu de ce qui se passe au Moyen-Orient. On revient un peu sur ce sujet parce que il y a déjà plusieurs conflits qui éclatent. Ce n'est pas un seul conflit. Il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du Yémen. Il y a ce qui se passe entre Israël et le Hezbollah, au Liban et le Hamas là-bas dans le sud, et il y a des opérations là-bas. Mais en ce moment, ce qui attire le plus l'attention, c'est évidemment ce qui concerne l'Iran. Dans le cas d'Israël, permettez-moi de vous dire que de nouvelles évacuations ont été ordonnées dans le sud et que cela devient insoutenable. Regardez, les États-Unis sont très mécontents d'Israël pour la raison suivante.
C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis d'accord sur quelque chose concernant la question de Gaza qui n'a pas été respectée, et dès ce moment-là, les signaux d'alerte se sont allumés aux États-Unis. Si on regarde cette région, la guerre est peut-être devenue plus impopulaire. Ce qui s'est passé récemment avec Gaza, n'est-ce pas? Impopulaire, en quel sens? Eh bien parce que dans toutes les guerres et les conflits, il y a une certaine proportionnalité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu m'as violemment attaqué et frappé. Eh bien, je te frappe un peu plus fort. C'est ce qui se passe normalement. Mais si je te frappe fort et que tu balayes et fais disparaître cet ennemi, tu le désintègres. Alors on parle déjà d'une guerre disproportionnée. Et quand on dit ce genre de choses, indépendamment du fait que ces groupes terroristes ne devraient pas être là, ils ne devraient pas être autorisés. Évidemment. Aussi, lorsqu'il y a une réaction excessive, cela ne fait que générer davantage de groupes radicaux. Et cela s'est produit dans tous les conflits où il y a eu une disproportion. Tôt ou tard, cela forme ou génère des groupes radicaux. Dans ce cas, le Liban est de nouveau attaqué, mais chaque fois de manière plus forte, plus puissante, détruisant même des villes historiques qui sont patrimoine de l'humanité et affectant aussi de plus en plus de civils. Il y a 7 localités proches de Navita, et les attaques s'intensifient. Dans ce contexte, la paix est très lointaine. Ils iront. Vous voyez comment les choses changent? L'Iran disait « Voyons voir ». Si dans tous les accords, le Liban doit être inclus. Maintenant, il ne mentionne plus le Liban. Et il y a 2 raisons à cela. Premièrement, le Liban lui-même a dit « Ne me mêlez pas à ça ». C'est-à-dire que le Liban lui-même, qui est celui qui est attaqué, pour ainsi dire, a dit « Ne me défends pas, mon pote, je ne suis pas des tiens ». N'est-ce pas? Le Liban a été très clair avec l'Iran, il a dit « Non, ne te mêle pas de mes affaires. Nous parlons ici avec Israël et les États-Unis. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Pourquoi pas? Pourquoi cette réaction du Liban? Parce que précisément, le Hezbollah existe à cause de l'Iran. Et le Liban ne veut pas du Hezbollah. C'est-à-dire, le Hezbollah commence, disons, sa phase politique. D'abord, c'était plutôt un groupe, disons, assez instable. Revenons 3 ou 4 décennies en arrière, quand ces groupes commençaient à opérer. Ils attaquèrent des politiciens, les faisaient disparaître, les enlever, jusqu'à ce qu'ils disent « Bon, calmons-nous un peu. Nous allons te transformer en un groupe politique, mais arrête de nous attaquer. » Ils concluent l'accord, mais continuent à se militariser. Et ils ont des avions, des hélicoptères, des armes longues, des roquettes. C'est-à-dire, allons, ils ont continué à grandir comme une armée, et en même temps, en dehors de ce groupe paramilitaire terroriste, le Liban n'a pas sa propre armée. Non, donc c'est très grave parce que tu as une armée que tu ne contrôles pas, qui gère la drogue, qui gère enfin beaucoup de choses louches, qui paie beaucoup aux gens, c'est-à-dire qui leur donne de l'argent pour les rallier, car sans cela, ils ne vont pas te soutenir. Donc ils perdent des choses pour les gens, non, ils leur donnent de l'argent. Pour les gens, surtout les plus pauvres, ils sont contents. Ils diront que c'est super, mais cela ne signifie pas qu'ils sont d'accord, juste qu'ils sont dans le besoin. Ils vont accepter cette aide, comme au Mexique, où les groupes criminels donnent de l'argent à des populations très pauvres, mais les maintiennent dans la pauvreté, car ils empêchent le développement de ces zones. Ils leur donnent un peu d'argent tout en les maintenant pauvres pour ensuite leur donner de l'argent, n'est-ce pas? Et les garder de leur côté, non? Donc c'est un paradoxe, et ce qui se passe au Liban, c'est ça. C'est un paradoxe dans lequel le gouvernement ne sait pas quoi faire s'il doit continuer à permettre qu'il soit attaqué par Israël pour en finir avec Hezbollah ou mettre un terme à cela. Donc on vient d'en parler. Ils viennent de se réunir il y a quelques jours à Washington. L'armée s'est réunie. Eh bien, des représentants du Liban, du gouvernement libanais, d'Israël et des États-Unis se sont réunis au Pentagone. Donc, qu'ils mènent leurs attaques. Cela me fait penser que le Liban serait d'accord. C'est-à-dire, le Liban va peut-être réagir en disant « Écoutez, calmez-vous, je ne sais pas quoi », mais il est très probable qu'il soit d'accord, donc l'opération va continuer contre, donc il y a des tensions, il va y avoir des tensions. Comment pourrait-il ne pas y en avoir? Évidemment, il y en aura entre Israël et le Liban, mais le but final est d'affaiblir ou d'éliminer le Hezbollah.
Alors prenez aussi cela en compte. Ce sera probablement cet objectif, non? Bon, passons aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça va? Sais-tu si les beaux-frères qui ont frappé le garçon ayant maltraité une vieille dame ainsi qu'un autre garçon ont déjà été expulsés? De quel cas parles-tu? MT. Lequel ce serait? Lequel ce serait? Salut Adil, elles sont très bonnes. Gibrand, comment tu vas? Ça va? Il demande où tu es, il demande... Le sondage. Regarde, vérifie ça mon ami. Un sondage est en cours. Oh, je ne l'avais pas remarqué. Qui a lancé le sondage, au juste? Il dit qu'il va au soleil. La guerre entre l'Iran et les États-Unis sera-t-elle résolue avant la Coupe du Monde de la FIFA 2026? Oui ou non? 86% disent non, mais on n'en est encore qu'au premier vote. Merci Astrid pour le sondage, je ne l'avais pas vu, il est super. Oui, c'est compliqué, non? Je veux dire, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais au moins, il devrait en trouver un accord, non? Mais instaurer un cessez-le-feu, vous ne pensez pas qu'il pourrait au moins instaurer un cessez-le-feu? Oui ou non? Comme vous voyez, cela semble difficile, non? Mais c'est curieux qu'un sport, dans ce cas le football, soit... Et il faudrait approfondir cela plus tard, non? Il faudrait approfondir cela plus tard, parce que le sport, eh bien, n'a généralement pas autant de pouvoir au niveau mondial, je veux dire géopolitiquement parlant et tout. Mais dans ce cas, le football a ce pouvoir. Il a un pouvoir très fort. On l'appelle le pouvoir blanc, ou le pouvoir. Je trouve ça un peu moche, mais on a compris que cela peut être mal interprété. Mais on l'appelle aussi le soft power, non? C'est un autre pouvoir qu'on lui attribue, surtout en pensant que c'est un sport qui, même s'il est très mondialisé, reste aussi un sport avec ses propres règles, qui en théorie doivent être respectées, et c'est un sport auquel, en principe, presque tout le monde joue. Pourquoi? Parce qu'il est très facile, même avec une petite boîte dans la rue, de jouer au football, n'est-ce pas? Parfaitement. Tu n'as même pas besoin d'avoir un vrai ballon ou des chaussures spéciales. Tu peux même y jouer pieds nus. Parfaitement, non? Mais cela génère aussi autre chose. Regardez, je veux que vous voyiez cela à l'écran. Voyons si on peut le voir ici. Permettez-moi de voir ça. C'est une vraie. Ou une série d'images qui ont circulé et qui montrent cela. Permettez-moi de voir si je peux mettre cette image comme ça ici et... Regardez cette image, voyons. Non, il ne me laisse pas la mettre, voyons. On va la mettre tout de suite, on va la mettre maintenant, mais c'est une image où on voit, oui, je l'ai vue, je l'ai vue, je l'ai vue. C'est celle-ci. Regardez, elle n'y est pas. Voilà, c'est celle-ci, ou c'est cette image. Ce qu'elle montre, c'est ce qui arrive souvent dans le football. Dans certains pays, je dois dire que ce n'est pas partout. Mais la France se caractérise par cela, non? C'est la Ligue des Champions, non? La Ligue des Champions, non? D'après ce qu'il montre, qu'il a gagné d'ailleurs. C'est-à-dire, c'était PSG contre Arsenal, non? Et à chaque fois qu'il y a des matchs de ce niveau, vous savez déjà comment ça se passe, des émeutes, des bagarres. Ils vont casser des magasins, il y a des vols, ils brûlent des voitures. Bref, c'est le chaos, ça devient tendu. La police aussi se durcit, tout le monde s'échauffe. Et, eh bien, c'est un sujet, non? Qui concerne le sport. Ça n'a aucun rapport, n'est-ce pas? C'est juste que ça arrive, ce phénomène, non? C'est énorme, très très dur, très dur. Eh bien, ça c'est aussi l'autre côté, un côté négatif. Une autre chose intéressante, Siadam, c'est qu'on dit aussi que dans le sport, ça permet d'aplanir un peu les aspérités, on voit les choses sous un autre angle. Il vaut mieux jouer au football que de se battre à coups de poing ou de bâton, ou même à coups de missile, n'est-ce pas? Surtout comme il le dit. Bon, alors, comment vas-tu? Et je veux dire, je ne suis pas vraiment un grand fan, surtout pas, de l'excès de passion que certains ont parfois pour certains sports, mais je comprends qu'on puisse en profiter et avoir la passion qu'on a. Mais parfois c'est exagéré, non? Quand ça atteint un certain niveau, ils se camouflent, ils se fondent dans la foule. Il dit aussi c'est vrai que parfois ce sont 2 ou 3 personnes qui posent vraiment problème, et ce sont elles qui craignent des ennuis, non? Ce qui se passe à Boston est très intéressant. On en parlait, je crois qu'on a commencé avec ce sujet.
On voyait une image partagée par la NOAA. Oui, c'est cette image. Regarde, voyons si je peux la mettre ici. Voilà, c'est cette image. Ce n'est pas une perle. Ce que ça montrerait, ce serait un impact. Surtout ça, c'est bien un impact. Voyons si je peux... Je mets sur pause, normalement ce sont juste de petits impacts. En ce moment, il n'y en a qu'un qui tombe ici. Voyons si je peux l'arrêter là. Mince, non. Celle-là. C'est que ce n'est même pas une seconde. C'est comme 1/1000 de seconde. Enfin, pour moi, c'est très difficile, mais bon, tu comprends, non ? Donc ce truc qui apparaît au milieu, d'après ce que dit la NOAA, ce serait l'impact d'un météore plus ou moins grosse. C'est pour ça qu'ils sont revenus en arrière. Vous voyez, tout ça reste enregistré sur les images satellites et ils ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé au-dessus de Boston, dans la zone ?» Eh bien, ce qui s'est passé, c'est ça, n'est-ce pas ? Qu'une météore de bonne taille est tombée. Un météore ou autre chose, non ? Ce n'est pas forcément un météore, ça peut être autre chose. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'un objet est tombé, qu'une atmosphère a peut-être généré le bang supersonique. Pardon, donc non, ce n'est pas très sûr comme sujet. Je veux dire, c'est juste que la NOAA dit « Eh bien, voilà ce qu'il y a. Il faudra l'analyser, n'est-ce pas ?» Et celui-ci, regarde, ici, il y a quelqu'un. Quelqu'un a mis la pause là où il fallait, non ? Voilà, c'est là, non ? C'est le bang supersonique. Si vous regardez bien, les autres sont de petits éclairs. Quand ce sont de petits météorites, celui-ci est un météore un peu plus grand, d'après ce qu'il rapporte, et donc, eh bien, ça pourrait aussi être intéressant, non ? Pour la communauté qui vient d'arriver aussi de toute façon. Au début, j'ai donné plus de détails, et bien, écoutez ce qui suit, parce que c'est le moment où il y a le bang supersonique, mais c'est le meilleur enregistrement audio. Non ? Ça va être fort, alors baissez le volume. Je vais le baisser moi aussi. Je baisse le volume, mais écoutez, c'est le meilleur enregistrement du bang supersonique que j'ai vu, car sur d'autres caméras, c'était moins clair. Désolé, c'est une caméra de sécurité, mais elle a parfaitement capté ce moment. Écoutez bien, un instant. Rien de plus. Laissez-moi préparer ça ici. Voyons, pause. Ok, ça y est. Ça y est. Écoutez. Bon, là, ça s'est répété, n'est-ce pas ? Évidemment, c'est le même, mais celui-là. Celui-là, on l'entend parfaitement. Non, je veux dire, c'est même fort parce qu'on l'a entendu. Dans une partie importante du nord-est des États-Unis. Je veux dire, plusieurs États ont entendu ça. Tu t'imagines ça ? Par exemple, ici, nous sommes au Nuevo León. Et ce que nous entendons au Nuevo León, ils l'ont aussi entendu au Coahuila, au Durango, au Tamaulipas, et je ne sais où encore. Eh bien, ce serait vraiment fou, non ? Donc, oui, c'est vraiment impressionnant, cette histoire. Je n'ai pas vu d'image de le météore. Non, jusqu'à présent, rien vu. Même si c'était ce jour-là, quelqu'un a sûrement capté quelque chose. Et si c'est le cas, on le verra, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Ce n'est pas là, tu vas dans les commentaires et les gens ont beaucoup de doutes. Je veux dire, non, ce n'est pas encore le cas. Crédible à 100%, non ? Je veux dire, ce qui m'intéresse plus, c'est la NOAA. Oui, mais il faudra attendre un peu plus, non ? Et voir s'il y a plus de détails sur ce sujet. N'est-ce pas ? Je continue à lire les commentaires, il est écrit ici. Salut. Comment vas-tu, Gibran ? Gabriel, comment ça va ? Merci beaucoup, Perla. Pourquoi ai-je fait le lien avec ce qui s'est passé au Texas ? Demande Perla. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Merci beaucoup, Éliseo. Gibran dit « Nous aimerions en savoir plus sur une IA qui collecte des livres et ensuite les détruit, dit-il. » Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Le design a coûté, Maximiliano dit, lorsque l'action contre Cuba sera prête, le nom de l'opération militaire sera donné. Cela ne s'est pas encore produit. Quand cela arrivera, il ne restera que quelques heures au régime, dit Maximiliano. Comment vas-tu ? Salut. Bonjour. Merci beaucoup à toi aussi, Perla. Aussi. Eh bien, nous sommes toujours là, n'est-ce pas ? Nous restons attentifs à ce qui se passe dans l'actualité. S'il y a autre chose, rien de plus. Je veux que nous terminions tout de suite le sondage pour voir comment il s'est terminé. J'espère que vous avez participé, n'est-ce pas ? Mais sinon, eh bien, la prochaine fois. Personne ne participe.
Je ne sais pas si ce sera cet après-midi ou plus tard, mais on continue à mettre à jour. Que ce soit quelque chose de court, je préfère l'enregistrer, sinon on fait un direct et tout ça. Et ce soir, eh bien, Astre et Astrio, nous serons ici en train de discuter. 77% disent qu'il n'y aura pas d'accord, que le conflit ne sera pas résolu. Cela se passera aux États-Unis. Celui-ci ne sera pas résolu avant la Coupe du Monde. 77%. 23% pensent pour que oui, n'est-ce pas? Eh bien voilà, très bien. Un grand salut à toute la communauté, on se revoit dans un petit moment. À bientôt.